Bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour cette table ronde dans le cadre du Forum des libertés qui est organisé donc par la LDH 2000 avec un certain nombre de partenaires dont vous trouvez les logos dans cette plaquette qui, si je ne me trompe pas, se trouve à l'entrée. Et le nom donc effectivement des programmes qui sont à votre disposition pour vous présenter les nombreux autres rendez-vous de ces prochains jours. Je ne reviendrai pas sur ceux qui sont déjà passés. Demain soir, par exemple, à la salle Courmont, une table ronde sur le droit d'asile. Elle aurait dû être suivie d'une soirée festive avec le bal du Tiret. Malheureusement, le contexte a obligé à annuler la soirée en question. Des conférences samedi après-midi dans les locaux de Sciences Po Lille. Une première sur les extrêmes droites en France, une deuxième sur les discriminations, enjeux pour les libertés publiques et l'égalité. La manif en crise et les droits de la personne humaine sont-ils divisibles et sélectifs? Mais ce soir, donc, nous accueillons Michaël Zemmour dont la présentation portera sur cette question qu'on pourrait peut-être résumer ainsi. Est-ce qu'on assiste depuis quelques décennies? Est-ce qu'on peut prévoir aussi pour les années qui viennent une expansion ou au contraire un reflux de la sécurité sociale? Tout d'abord, quelques mots sur notre invité. Michaël Zemmour est économiste au Centre d'économie de la Sorbonne, à l'Université de Paris 1. Il est chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po. Et il y a quelques années, il travaillait, alors je crois il me disait tout à l'heure qu'il a quitté Lille il y a 3 ans. Il a donc travaillé plusieurs années ici à Lille, qu'il était maître de conférence à l'Université de Lille, et chercheur au sein du laboratoire du PRC, j'imagine certains ici connaissent, qu'on pourrait présenter comme un centre de recherche d'économie hétérodoxe, et qui a notamment la particularité de réunir des économistes et des sociologues. Michaël Zemmour a notamment mené des travaux dans les directions suivantes, sur la protection sociale et son évolution, bien sûr, sur la fiscalité, sur l'économie politique, et en particulier sur l'étude des déterminants politiques dans l'évolution du système de protection sociale. Ces recherches notamment portées sur la comparaison des stratégies de redistribution entre les divers pays, le suivi bien sûr des débats d'actualité sur la protection sociale. On le lit donc régulièrement interviewé dans Politis, qui est d'ailleurs partenaire de cette table ronde. Il anime aussi un blog sur le site du magazine Alter Eco, blog titré Politique au pluriel de l'État social. Il vient de participer à la 3e édition d'un livre que je vous présente ici, paru aux éditions La Découverte, qui est titré Le système français de protection sociale, avec 2 co-auteurs, que sont Jean-Claude Barbier, un sociologue, et Bruno Terret, qui lui est économiste. Cette 3e édition est une remise au goût du jour, bien sûr, des deux précédentes, et elle s'intéresse notamment aux grandes évolutions du système de protection sociale et aux directions qu'il pourrait prendre dans les prochaines années. Dans un deuxième temps, nous aurons un large échange avec vous. Vous pourrez bien sûr poser vos questions à Michaël Zemmour. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à Michaël Zemmour pour un exposé de 20 à 30 minutes. Bon, il sera notamment en question justement de ces différentes phases qu'a connu la protection sociale ces dernières décennies. Schématiquement, d'abord une expansion, une période de maîtrise des dépenses, et puis une volonté de plus en plus marquée de réduire la place de la protection sociale dans l'économie française. On parlera aussi notamment des besoins importants qui existent aujourd'hui, notamment en termes de santé, en termes de dépendance et de retraite. Nous évoquerons aussi également, donc, comme je le disais, les scénarios possibles pour l'avenir. Voilà, je passe la parole à Michaël Zemmour. Merci beaucoup. Merci de cette présentation. Juste pour vous saluer, j'enlève le masque, parce que sinon on imagine des visages après. C'est le mien. Avec le masque, je parle plus près. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup à la LDH de son invitation, à l'Espace Marx de son accueil. Merci pour la présentation. Et je suis particulièrement content de répondre à cette invitation, d'abord parce que c'est l'occasion pour moi de revenir à Lille où j'ai travaillé 6 ans, mais aussi surtout parce que je suis content de participer à ce forum des libertés. Je ne suis pas adhérent de la LDH, mais je me pose sérieusement la question et je pense qu'on a besoin de la LDH et on a besoin de ces combats-là et de dire les choses et de ne pas s'habituer.
Du coup, pour introduire un petit peu mon propos et essayer de faire le lien, donc moi, je suis économiste de la protection sociale. À l'occasion de cet ouvrage qui vient d'être présenté, j'ai essayé avec mes co-auteurs Jean-Claude Barbier et Bruno Terret d'essayer, comme on le fait peut-être tous les 10 ans, un peu de donner un sens à l'évolution de notre système. De ne pas complètement se payer de mots, c'est-à-dire quand on a un gouvernement libéral, on a tôt fait de dire qu'ils détruisent tout, se demander est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'on a encore de la protection sociale, d'où on vient, et ensuite d'essayer de comprendre quelles sont les directions. Dans mon propos, j'ai prévu 3 temps, pour 20-25 minutes. Un premier temps, essayer de discuter de cette question de protection sociale et liberté, puisque c'est le thème du forum. Dans un deuxième temps, de vous donner rapidement un aperçu de la protection sociale en France aujourd'hui, c'est-à-dire quelle tête elle a, qu'est-ce qui marche pas. Et puis, dans un troisième temps, de poser peut-être deux grosses questions qui pourraient être, au sens très large, celle de la présidentielle ou celle qu'on pourrait poser à la vision de la protection sociale du président de la République. Un peu. Comment est-ce qu'il voit les choses, le président actuel, pour les 10 prochaines années, et du coup, quel débat ça peut faire naître. Puis, je pense que dans les échanges, on pourra rentrer dans les détails de telle ou telle politique. On peut penser aux retraites ou à l'assurance maladie, par exemple. Alors, du coup, le système de protection sociale, alors, on a une forte tradition, on est ici à l'Espace Marx, on a en tête la naissance française de 1945, le Conseil national de la résistance, la fondation de la sécurité sociale, et c'est la fondation de la sécurité sociale à la française. Mais évidemment, de la protection sociale, il y en a partout. En tout cas, il y en a dans tous les pays capitalistes, tous les pays où il y a du salariat, on a vu se développer des systèmes de protection sociale. Et par contre, ils ne sont évidemment pas tous les mêmes. Il y en a de plus ou moins protecteurs, il y en a qui ont des institutions spécifiques, comme le système français, avec une sécurité sociale relativement autonome. Il y en a qui sont plus étatistes, il y en a qui sont plus en phase avec le marché. Mais en tout cas, le capitalisme, et beaucoup d'auteurs qui disent ça, Robert Castel par exemple, ou Karl Polanyi, le capitalisme est un système qui insécurise tellement les individus, qui a à la fois une grande efficacité pour produire des richesses, mais qui insécurise tellement les individus que dès qu'on met en place une société salariale, c'est-à-dire une société où, encore une fois, on est à l'Espace Marx, la majorité de la population ne vit que de son travail, de la vente de sa force de travail, il faut protéger les individus contre les soubresauts du marché. La société ne peut pas tenir à être autant marchandisée et à dépendre au jour le jour des commandes, du chômage, de la crise, etc. Et du coup, dans tous les pays capitalistes, au fur et à mesure que se développe le salariat formel avec des contrats de travail, etc., on voit ça aussi aujourd'hui en Chine, se développe un système de protection sociale. On connaît le nôtre en France, mais il y en a dans tous les pays. Et du coup, en préparant, je me demandais, mais quel lien peut-on faire? Alors, je ne suis pas spécialiste ni de philosophie ni de droit, mais entre les libertés et la protection sociale. Et il me paraît que le lien est évident. C'est-à-dire, on peut avoir en tête les notions de république sociale ou simplement de protection. Robert Castel, encore lui, donc sociologue qui a beaucoup écrit sur les métamorphoses de la question sociale, c'est le titre de son gros bouquin, il nous dit « Le système de protection sociale, c'est la propriété de celles et ceux qui n'en ont pas. » Alors, sur l'image, on peut discuter, parce que précisément, la protection sociale, ce n'est pas une propriété au sens d'accumulation, au sens de patrimoine, etc. C'est un petit peu différent, mais il y a quelque chose qui est vrai. C'est que dans les sociétés d'Ancien Régime, on n'avait pas de sécurité pour soi. C'est-à-dire que le seul moyen d'avoir une sécurité, c'était d'être propriétaire terrien, propriétaire de sa maison, propriétaire... voilà. Et donc, la sécurité économique ne pouvait venir que de la propriété. Et puis des solidarités informelles, communautaires, etc. Et la protection sociale moderne, elle donne ça, elle donne une forme de sécurité comme un droit propre qui n'a pas besoin de cette propriété. Et c'est ça, un des sens qu'on peut donner
à la sécurité sociale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire, vous n'avez que vous-même pour vivre ou que votre travail, mais en cas d'accident de la vie, vous pouvez avoir une forme de mise en sécurité sociale. Et cette sécurité, c'est la condition d'une forme de liberté économique, de liberté individuelle, de liberté politique. Évidemment, plus on est, on dirait aujourd'hui précaire, plus on est insécurisé économiquement, socialement et sur le marché du travail, moins on est libre. Je suis moi-même fonctionnaire, je vois bien que le statut que j'ai et ma protection sociale me donnent une forme de liberté et d'autonomie que je n'aurais pas si j'étais avec une moins bonne protection, un moins bon statut et auto-entrepreneur par exemple. Donc c'est le premier lien, je pense, qu'on peut faire. Et puis, après, si on rentre dans le détail, les formes que prend la protection sociale a aussi un lien avec les libertés. Ce n'est pas la même chose d'avoir un droit qui est inconditionnel et qui est reconnu, comme, je ne sais pas moi, peut-être les allocations familiales d'une certaine manière, ou comme le droit à une pension de retraite quand on a eu une carrière complète qui s'est bien déroulée, et auquel cas on a un droit qui est reconnu, et comme disent certains retraités, c'est très bien, ça tombe tous les 3 mois, et d'être dans des segments de la protection sociale où on vous contrôle en permanence, et on vous demande toujours de montrer patte blanche. Et dans la protection sociale en France, on connaît les deux. Et on a beaucoup de dispositifs dans lesquels on est contrôlé en permanence. On peut parler du contrôle des chômeurs, et en contrepartie notamment des allocations chômage. On peut parler du contrôle extrêmement fort pour les minima sociaux, où on va vérifier vos ressources tous les 3 mois et on ne va pas seulement vous demander une déclaration, mais on a même les moyens d'aller vérifier directement sur votre compte en banque. Et donc là aussi, il y a un lien assez évident entre le droit, la liberté et la protection sociale. C'est-à-dire que toutes les formes ne vous mettent pas dans la même situation. Si on tire un petit peu ce fil, il y a des revendications aujourd'hui autour de la protection sociale, de son évolution, qui sont des revendications aussi d'autonomisation et de liberté. Je pense à des débats qui sont très présents en ce moment. Il y a une très forte mobilisation, par exemple, des associations militantes autour du handicap pour l'individualisation des droits à l'allocation adulte handicapé. Comme beaucoup de prestations sociales en France, notamment les minima sociaux, l'allocation adulte handicapé, elle est calculée en fonction de vos revenus, c'est-à-dire que ça fonctionne comme un minima. On remonte vos revenus en fonction de ce que vous avez, à un montant, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais qui doit être autour de 800 € pour une personne seule. C'est différent pour un couple, mais surtout, on calcule ces droits en fonction de la situation du foyer. Et donc, typiquement, si vous êtes en couple, en fonction de la situation du couple. Et une revendication très forte, notamment empreinte de revendications féministes, c'est que les droits soient individualisés, et c'est-à-dire que ce droit social reconnaisse d'abord un droit à l'existence et au revenu, mais en plus soit un droit personnel, et donc qui soit détaché, qui permette une autonomisation, qui soit détaché du foyer, des ressources du conjoint, et que, par exemple, au moment de la mise en couple ou de la séparation, ça ne soit pas un sujet. Aujourd'hui, l'absence d'individualisation des droits, qui a des explications à la fois historiques et puis même économiquement, on pourrait en discuter, il pourrait y avoir des explications, ça coûte moins cher de vivre à deux que de vivre seul, mais en tout cas, cette familialisation est vue par les militantes et les militants sur ce sujet comme un obstacle à l'autonomie et donc à une forme de liberté économique, sociale, politique. Et puis un dernier point sur ce lien entre protection sociale et liberté. Je vous disais tout à l'heure que la sécurité sociale, c'est une condition de la liberté économique et politique. Il me semble qu'on en a eu un bon exemple avec la crise. On n'est pas sorti de la crise, mais avec les premières années de la crise du Covid. À la fois parce que la crise du Covid a montré toute la force de l'État social et de la technologie qu'est la protection sociale telle qu'on a eue en France. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ça n'a pas pris 3 semaines,
en utilisant les technologies de la protection sociale, notamment de l'assurance chômage, du droit du travail et de l'assurance maladie, on a débranché l'économie du marché, littéralement, et on a garanti à une majorité de la population, les retraités, les fonctionnaires, les salariés en emploi stable, une sécurité économique. On leur a garanti une sécurité de revenus, on a sécurisé les entreprises, ce n'est pas vraiment de la sécurité sociale, et en plus, on a eu des vraies difficultés liées au système de soins sur l'accès aux soins, aux masques, etc. Mais par contre, le sujet économique d'avoir recours aux soins, globalement, était pris en charge. Il y a des pays où, dans les premiers temps, les gens n'allaient pas consulter parce qu'ils avaient peur de la facture. C'était le cas dans les premiers temps aux États-Unis, ce n'était pas le cas en France. Donc on a vu, quoi qu'on dise, et malgré tout ce qu'on peut dire sur les réformes libérales qui ont pu avoir lieu depuis 3 décennies, on a un système de protection sociale qui est efficace, efficient, d'un certain point de vue, et on voit l'utilité, l'efficacité de mettre en commun une réponse plutôt que de laisser chacune et chacun livrer à lui-même. Et en même temps, on a vu très fortement, très cruellement, les trous dans notre système de protection sociale. Ça va m'amener à mon deuxième point sur la situation aujourd'hui. On a des personnes, on ne sait toujours pas exactement combien, parce que les statistiques mettent du temps à arriver, qui étaient mal ou pas protégées par le système de protection sociale traditionnel. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas en emploi stable, donc par exemple en CDD ou en intérim, des gens qui n'avaient pas de droit au chômage ou des droits faibles, en particulier les jeunes, notamment une partie des étudiants. Et ces personnes-là, on a vu qu'elles étaient brutalement privées de revenus et de protection. Et pour le coup, à la fois notre système était mal taillé pour les protéger, et toutes les décisions discrétionnaires qui ont été prises par le gouvernement ont eu tendance à assez délibérément les laisser de côté. C'est-à-dire à réagir toujours trop peu et toujours trop tard. Et là, on voit bien que, alors certes, on n'est pas dans le domaine de la liberté juridique immédiatement, mais en termes d'autonomie, d'émancipation et de capacité simplement à vivre, à poursuivre ses études ou à organiser sa vie, il y a eu des atteintes très fortes. C'était un petit propos introductif pour peut-être essayer de justifier ce thème protection sociale dans le forum, mais il me semble que ce n'est pas, pas anodin, que ce n'est pas artificiel. Pour le deuxième temps de mon intervention, je voudrais essayer de vous dresser un panorama de la protection sociale en France aujourd'hui. Je vous en ai déjà dit un mot parce que la crise de la Covid, c'est une sorte de stress test. Et d'une certaine manière, on a vu, par exemple, que le système de retraite, c'est quand même pas mal, du point de vue du maintien et de la sécurisation du revenu des retraités. Alors, la protection sociale en France en 2021, comment on la caractériserait comme économiste ? Alors, souvent, on dit il y a 32-33% du PIB en France qui est consacré à la protection sociale. Vous avez peut-être entendu ce chiffre, qui est brandi parfois par notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, comme un épouvantail. Il n'y a aucun pays qui dépense autant pour sa protection sociale que nous. Je voudrais essayer d'expliquer ce que veut dire ce chiffre et surtout que la compréhension qu'on en donne, c'est-à-dire la France consacrerait un tiers de ses richesses à la protection sociale, est fausse. C'est une mauvaise construction. 33% du PIB, c'est un indicateur, c'est-à-dire qu'on ajoute des choses qui n'ont rien à voir pour essayer de sentir ce que font les différents pays ou de sentir les évolutions dans le temps des dépenses de protection sociale. Alors la protection sociale en France, c'est quoi ? C'est les retraites, la santé, la famille, le chômage, le logement et les politiques de pauvreté et exclusion. D'accord ? Dans ces politiques de protection sociale, la France a un budget environ de 800 milliards d'euros par an. Donc c'est pas ridicule. Et effectivement, si on additionne ces 800 milliards d'euros, tout compris, ça fait à peu près un tiers du PIB. Simplement, maintenant on peut rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 800 milliards d'euros ? Il y a deux types de choses qui sont très différentes. Il y a de la solidarité sur le revenu, d'une part, c'est-à-dire qu'on met en commun une partie de nos ressources pour se distribuer notre revenu, ce avec quoi on va consommer. Et puis d'autre part, il y a une mise en commun de notre consommation. Et en fait, on ne peut pas ajouter les deux.
Alors, je rentre dans les détails. 800 milliards d'euros, d'abord, il faut comprendre un truc, c'est que la protection sociale en France, c'est à 80% des retraites et de la santé. Le reste, c'est des miettes. 80% de ces 800 milliards, c'est des retraites, le plus gros morceau, et de la santé, le deuxième plus gros morceau. Le reste, c'est des miettes. Alors les miettes, on a la famille qui est pas complètement ridicule, et puis après, quand on est pauvreté, chômage, logement, c'est vraiment c'est pas des montants très faibles, mais en tout cas, c'est pas des montants qui distinguent la France par rapport aux autres pays. C'est quelques milliards, mais si vraiment on entend l'expression pognon de dingue pour désigner les politiques de lutte contre la pauvreté, c'est pas vrai. Il n'y a pas un pognon de dingue dans les politiques de lutte contre la pauvreté, du tout. Donc la France, voilà, elle a ce paysage-là. Et alors, si on se limite par exemple à retraite et santé, pour faire le gros morceau, il y a deux choses très différentes. Les retraites, et c'est aussi vrai du chômage et du RSA, ce n'est pas de l'argent qu'on prend à la France, c'est de la mise en commun de nos revenus, de tous les revenus, c'est de la répartition. C'est-à-dire que l'économie va produire une certaine quantité de valeur, il y a une partie qui va aller au profit, il y a une partie qui va aller au travail au sens très large, indépendants, salariés, etc. Et dans cette partie-là, on décide qu'il y en a 20%, un peu plus de cette partie-là d'ailleurs, 20% du revenu total, qui est mis en commun et qui va être distribué pas en fonction du nombre d'heures que vous avez passé au travail ce mois-ci, mais en fonction de droits sociaux et politiques. Et donc, c'est la première chose, et donc ça va donner la retraite, puisque vous avez des droits à retraite, ça va donner le chômage, le RSA, les allocations familiales, etc. Donc en soi, on pourrait très bien passer à 40% ou à 20%. Là, il y a une vraie question politique, c'est quelle est la partie de notre revenu qu'on met en commun et quelle est la partie de notre revenu qu'on laisse à chacun en fonction de son activité économique personnelle. Donc ça, c'est un choix, premier élément. De l'autre côté, il y a une partie de consommation qu'on a décidé de rendre sociale, de rendre publique. C'est-à-dire, contrairement à quand vous allez vous acheter une canette de votre boisson préférée au supermarché, où ça dépend de votre revenu individuel, il y a des besoins, des biens et des services dont on a établi qu'il était plus sage, plus solidaire, plus juste de se les procurer collectivement. Et ces besoins, c'est principalement les soins de santé, donc les soins infirmiers, les soins médicaux, etc. Accessoirement, les médicaments, les matériels médicaux qui vont avec, et puis, par exemple, le soin aux personnes âgées dépendantes. Ces éléments-là, on a décidé de les payer ensemble et collectivement pour qu'on n'ait pas à payer le jour où on est malade, ou que ce ne soit pas les personnes qui ont des lunettes, que la Sécu ne rembourse pas très bien, qui aient à se payer leurs propres lunettes. Voilà. Et donc, de ce côté-là, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on veut consommer collectivement et qu'est-ce qu'on veut consommer individuellement? Mais ces deux montants, 20% du PIB d'un côté et 12% du PIB de l'autre, quand notre ministre de l'économie les additionne ensemble pour expliquer qu'on passe un tiers de nos ressources dans la protection sociale et que c'est trop, bah c'est faux. C'est faux un peu comme si je vous disais mon loyer est de 500 €, mon salaire est de 1 500 €, alors vous vous rendez compte, les deux additionnés, ça fait 2 000 €. Vous n'additionnez pas votre salaire et votre loyer, parce que vous payez l'un avec l'autre. Bah, c'est exactement pareil. C'est deux choses qu'on ne peut pas additionner. On a d'un côté de la consommation, on a de la consommation privée et de la consommation publique, et de l'autre côté, une partie du revenu qu'on a décidé de mettre en commun, et qui sert d'ailleurs à payer la consommation publique et privée. Ça, c'est la protection sociale en France, et si on veut faire bouger l'image maintenant, on peut dire qu'effectivement, elle a connu une très forte phase d'expansion par rapport à 1945. C'est-à-dire qu'on idéalise beaucoup, notamment dans les milieux militants, le moment fondateur de la sécurité sociale, sans doute à raison. Vous avez peut-être vu le film de Gilles Perret, La Sociale, qui retrace cette création-là. Mais avec les lunettes de l'économiste, de manière un peu provocante, j'ai envie de dire que je préfère la sécurité sociale d'aujourd'hui que celle de 1945. Pourquoi? Alors, peut-être pas à tous les points de vue, peut-être des atouts. Elle était plus dans les mains des organisations ouvrières, c'est très clair. Par contre, elle était restreinte aux salariés. Elle était beaucoup moins protectrice qu'aujourd'hui. Et entre 1945 et 1980, on a eu une phase d'expansion de la protection sociale par plein de mécanismes. D'abord, il y a eu de plus en plus de salariés. En 1945, il y a plus de la moitié de la population qui n'est pas salariée, qui est dans le monde agricole, qui est indépendante,
et qui ne bénéficient pas de toutes les protections de la protection sociale. Jusque dans les années 50-60, on n'a pas de chômage. On n'a pas de protection contre le chômage. C'est fondé en 56, si je ne dis pas de bêtises. Les retraites, c'est fondé, les premières sont versées en 1947, mais à l'époque, les retraites, d'abord, le plus probable, c'est de jamais la toucher, parce que l'espérance de vie à l'époque est bien inférieure à l'âge auquel on touche la retraite. Et puis surtout, la retraite, c'est aujourd'hui, on dirait, c'est un minima social. Elles sont d'un montant extrêmement faible. Et c'est à partir des années 70 qu'il y a un décollage sur cette protection sociale. Alors un décollage qui vient de la montée du salariat, du fait que les femmes ont des carrières plus intenses, participent davantage au marché du travail. Il y a toujours eu des femmes sur le marché du travail, mais leur participation est plus continue, plus longue, les carrières s'améliorent, donc ça fait augmenter les droits sociaux. Et puis aussi, on prend des lois progressistes, y compris sous des gouvernements de droite, mais de retraite plus progressistes, qui font qu'avec le temps, la retraite aujourd'hui, si on regarde les statistiques, les retraités ne sont pas riches, ont un niveau de vie comparable au reste de la population. Alors, quand on a passé 62 ans, avoir un niveau de vie comparable au reste de la population, ça peut sembler insuffisant pour certaines personnes, et vivent une retraite en moyenne de plus de 20 ans. Alors, évidemment, ce n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des gens qui meurent plus tôt, ou on ne la vit pas dans les mêmes conditions, mais le visage même de la retraite, dont je vous ai dit que c'était un énorme morceau, n'a rien à voir avec le visage de la retraite en 1945 ou en 1970. En 1970, la figure de la pauvreté en France, c'est une personne retraitée, qui a une toute petite retraite. Aujourd'hui, globalement, le taux de pauvreté des retraités est plutôt relativement faible, même s'il y a des difficultés économiques qui peuvent exister. Et la figure de la pauvreté va plutôt être du côté des jeunes ou des femmes seules avec enfants. Donc la protection sociale a connu cette phase d'expansion. Je vous ai parlé de la retraite, mais on pourrait dire la même chose sur la maladie, par exemple. L'assurance maladie a été progressivement universalisée. Aujourd'hui, elle est quasiment universelle, à ceci près qu'on a sorti, pour des raisons politiques, et ce n'est pas sans lien avec le Forum des libertés, une catégorie de la population du droit à l'assurance maladie, c'est les personnes en situation irrégulière, qu'on renvoie à l'AME sur un dispositif à part, avec moins de droits et stigmatisé. Donc voilà, mon image, elle évolue, on a cette augmentation, et puis depuis les années 80 et 90, qu'est-ce qui se passe? On est sur une espèce de fil. Un fil où les dépenses de protection sociale continuent d'augmenter, parce que les besoins augmentent, parce que les carrières des femmes continuent à s'améliorer si on parle des retraites, parce que les technologies médicales font qu'on se soigne pour plus cher qu'avant, qu'on se soigne mieux d'ailleurs, etc. Mais les droits individuels, pour certains, ils augmentent, pour d'autres, ils reculent. Alors l'augmentation, c'est par exemple la meilleure prise en charge des affections de longue durée. Si on a un cancer, un diabète, on a une vraie prise en charge financière par la sécurité sociale. Les reculs, c'est toutes les réformes des retraites qu'on a connues depuis les années 90 qui repoussent toujours plus loin la barre pour avoir une retraite complète. Et alors la tension entre les meilleures carrières d'un côté et les reculs des droits sociaux, ça s'équilibrait à peu près en moyenne. Ça dégradait plutôt la retraite des hommes, ça améliorait plutôt celle des femmes. Depuis 2015, on commence à descendre. C'est-à-dire que les personnes qui prennent leur retraite aujourd'hui ont plutôt une espérance de temps de retraite un peu plus courte, à peu près 1 an de moins, et plutôt une retraite un peu plus faible que les personnes qui sont parties il y a 10 ans. Donc on a passé un peu le pic, et ça c'est le fruit de politiques depuis les années 90, de réformes successives qui ont mis le pied sur le frein pour empêcher les dépenses d'augmenter, mais tellement le pied sur le frein qu'on est en haut d'un toboggan. Donc vous avez compris un petit peu le paysage. Pour autant, et donc on a des droits individuels qui ont reculé. Autre exemple sur les droits individuels qui ont reculé, l'assurance chômage. Vous avez aujourd'hui à peu près une personne au chômage sur 2 seulement qui a des droits au chômage en tant que tel. Le reste de la population au chômage n'a pas l'assurance chômage. Ils n'ont soit rien, c'est fréquemment le cas, soit parce qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment longtemps dans la période de référence. Alors, depuis quelques jours, il faut 6 mois pour être couvert par l'assurance chômage, soit parce que les personnes ont épuisé leurs droits, soit parce qu'elles travaillent sous des statuts qui ne donnent pas de droits, par exemple les statuts d'indépendance. Et dans ces cas-là, ça peut être les minima sociaux ou rien du tout. Et donc ça, cette plus faible couverture de l'assurance chômage, c'est plutôt en régression
avec des hauts et des bas, mais depuis les années 80. Donc on a des réformes qui diminuent les droits. Alors, comme je suis déjà un petit peu long, je vais arriver sur mon troisième temps et puis vous redonner la parole. Du coup, où on en est. Donc dans ma présentation, j'ai essayé d'insister sur le fait que tout n'est pas rasé. Là, je copie un peu un chercheur de Paris 1 qui s'appelle Christophe Rameau, qui dit l'État social a de beaux restes. Effectivement, on a une retraite qui existe. Voilà. Tout n'est pas rasé. Ce n'est pas 10 ans de droite qui ont tout rasé. Cela dit, 10 ans de droite ont pu mettre des tensions à l'hôpital, on le voit bien, sur la retraite, on le voit bien, etc. Alors, il y a deux enjeux, à mon avis, qui apparaissent aujourd'hui. Le premier enjeu, c'est quelle est la philosophie de la protection sociale, par exemple, de Emmanuel Macron. Alors, quand on s'est posé cette question, la première chose, c'est de dire il n'en a pas trop. C'est plutôt le ministère de l'économie qui fait la politique de la protection sociale, plutôt que d'avoir une vraie philosophie de la protection sociale. Mais si on gratte un peu, on peut essayer de trouver une cohérence à cette politique sociale et qui nous a amené, alors que c'est un mot que les universitaires emploient en général avec des pincettes, à dire que c'est plutôt une politique sociale néolibérale. Je vous explique, la tradition de la protection sociale française, philosophiquement, c'est plutôt la mise en sécurité sociale, c'est-à-dire le maintien du revenu si vous arrive quelque chose. C'est l'idée du chômage, c'est l'idée de la retraite, c'est l'idée des indemnités journalières. C'est un vrai avantage qu'on a vu avec la Covid, c'est que si vous arrive quelque chose, là, vous n'êtes pas immédiatement obligé de déménager, arrêter de payer votre loyer, vendre votre maison, parce qu'en gros, on essaye de maintenir une partie de votre niveau de vie en fonction de votre salaire de référence. Ça a un inconvénient, c'est que clairement, au moment de l'activité partielle, les cadres supérieurs pouvaient toucher 4 500 € d'indemnité et des salariés au SMIC touchaient leur SMIC. Donc on voit bien que c'est une protection sociale aussi qui maintient un certain nombre d'inégalités. Mais sa philosophie, c'est de maintenir la sécurité. Et la protection sociale à la Macron, eh ben, c'est pas ça sa philosophie. Sa philosophie, c'est plutôt que chacune et chacun soit entrepreneur de sa propre protection sociale. C'est un truc où chaque euro de protection sociale, vous devez l'avoir gagné, on doit être sûr que c'est vous qui l'avez gagné. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que vous pouvez regarder, le système de la retraite à points, c'est vraiment ça. Ça peut être parfois plus favorable, parfois moins, mais l'idée est bien que chacun a une sacoche de points, et l'objectif, c'est qu'on soit sûr qu'à la retraite, vous ayez bien gagné chacun de vos points. Et que si vous avez eu plus de points que le voisin, alors il faut absolument que vous ayez une meilleure retraite. Mais aussi, si vous avez une carrière accidentée, vous aviez qu'à pas, et vous auriez une retraite moins bonne. Donc ok, bon, la retraite, vous connaissez l'histoire, vous l'avez entendu. Mais en fait, il y a d'autres exemples. La prime d'activité, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le dispositif qui a remplacé la prime pour l'emploi. Et en gros, c'est ce qui a été mis en place quand les gouvernements se sont dit qu'ils ne voulaient plus augmenter le SMIC net. On dit qu'il y a trop de travailleurs pauvres, on ne veut pas aider l'inactivité, c'est de l'assistanat, c'est pas bien, donc les gens qui ne travaillent pas, on ne va pas les aider. Par contre, si vous travaillez et que vous avez un faible revenu, on va vous donner un coup de pouce, un supplément. Et de fait, ça améliore le quotidien de gens qui travaillent à temps partiel ou qui ont une famille relativement nombreuse, mais qui travaillent juste au SMIC. Donc la prime d'activité, c'est un complément de salaire, mais en forme de protection sociale. Simplement, la prime d'activité... Et donc, la logique de la prime d'activité, c'est de vous inciter à travailler. En disant, si on ne vous la donnait pas, on ne sait pas, peut-être que vous resteriez à ne pas travailler chez vous, parce que c'est ça. Et le problème de la prime d'activité, c'est que c'est vraiment une prime au travail, et dès qu'il se passe quelque chose dans votre vie, par exemple le Covid, par exemple le chômage, etc., vous la perdez. Donc en fait, en même temps, on veut améliorer la situation des travailleuses et des travailleurs pauvres, et en même temps, on amplifie les chocs de revenus, alors même que la logique habituelle de la protection sociale, c'est plutôt de les amortir. Et donc, après le confinement, on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont perdu, par exemple, les 100, 200, 300 € de leur prime d'activité, parce que pendant le confinement, ils n'étaient pas en emploi, ou qu'ils avaient gagné moins. Donc là aussi, on voit que la protection sociale, elle change un peu de fonction. Et puis, dernier exemple, la réforme de l'assurance chômage. Alors, vous avez entendu qu'il y avait un sujet sur la réforme de l'assurance chômage, mais des fois, c'est un peu complexe, un peu technique. Le cœur de la réforme, c'est que traditionnellement, on calculait votre droit au chômage, on prenait un salaire de référence avec vos fiches de paye, et on disait on va vous indemniser en pourcentage de salaire de référence.
général, 56%. Et là, les économistes qui conseillent le gouvernement disaient bah non, on va changer le mode de calcul. S'il y a des jours où vous n'avez pas travaillé, on va diminuer votre salaire de référence. Et donc, en fait, quand on calcule votre salaire de référence, si vous avez travaillé 3 jours sur 5, on ne va pas regarder votre salaire sur les 3 jours, on va regarder votre salaire sur les 5 jours et donc diviser 3 par 5. C'est quoi le sens de ça? Le sens, c'est de dire on veut être sûr que votre allocation chômage, vous en ayez gagné chaque centime. Et si vous avez gagné un peu moins, on va diminuer vos droits. Donc là, on a pour moi un paradigme néolibéral qui tourne le dos à la sécurité. Dernier mot, parce que j'ai déjà été très bavard, l'autre gros sujet, c'est dépenses de protection sociale, stop ou encore. Et là, j'ai Bruno Le Maire en tête, très clairement. Bruno Le Maire, il a une politique économique qui consiste à dire on dépense trop, il y a trop de dépenses publiques dans ce pays, il faut les diminuer, parce que je pense que ça va rendre l'économie dynamique. Et si je veux diminuer les dépenses publiques, le gros morceau, c'est les retraites et la protection sociale. Et donc, on va soit les geler, soit carrément les faire diminuer. En tout cas, on ne veut plus qu'elles augmentent. D'un autre côté, on sait que dans notre pays, les besoins, ils sont spontanément en augmentation. La population vieillit, donc on va avoir plus de personnes à la retraite, structurellement. Les besoins de santé, ils augmentent traditionnellement plus rapidement que l'économie, tout simplement parce qu'on a des nouvelles technologies médicales, etc. On a la question de la dépendance qui arrive. Et donc du coup, ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe si on gèle les dépenses de santé et que les besoins augmentent? Et là, en gros, on peut avoir 2 scénarios si on gèle les dépenses de santé, puis les dépenses sociales, puis un troisième scénario si on ne les gèle pas. Si on gèle les dépenses sociales, comme le dit le gouvernement, premier scénario, c'est un scénario type Europe du Sud. On pense qu'on a trop dépensé pour ce qu'on gagne, qu'on est trop riche, et donc il faut s'appauvrir. Et s'appauvrir, ça veut dire baisser les retraites, ça veut dire fermer les hôpitaux, et puis, conjointement, on essaye de faire baisser les salaires. Ça, c'est le régime qu'ont connu les pays d'Europe du Sud dans les années 2010, au moment de la crise de 2008. Première possibilité. Deuxième possibilité, ce n'est pas le scénario qu'ils ont en tête. Ils pensent que non, la France va retrouver de la croissance, on ne va pas être si pauvre que ça, mais on ne veut plus de dépenses publiques. Mais les besoins, ils seront quand même là. Et du coup, on va privatiser par le haut la protection sociale. On ne va pas faire disparaître ce qui existe, mais de plus en plus, pour les besoins supplémentaires, on aura besoin d'une protection sociale privée. Et ça, on le connaît déjà très bien, c'est ce qui se passe avec l'assurance maladie. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous ont ici une complémentaire santé. Et ces complémentaires santé, on sait qu'elles sont à la fois plus chères et moins solidaires que ne l'est l'assurance maladie, même si on peut discuter des détails. Et donc, quand vous avez un gouvernement qui vous dit on ne va pas faire plus de dépenses publiques, ce n'est pas que ça va coûter moins cher. Dans ce scénario-là, c'est qu'il faudra toujours payer pour sa protection sociale, mais on ne paiera pas plus de cotisations. Par contre, on va augmenter les primes d'assurance privées, AXA, sa mutuelle, etc. Troisième possibilité, on reconnaît qu'il y a des besoins en augmentation et du coup, on reprend la marche de la socialisation. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles ressources pour la protection sociale, y compris par des cotisations sociales, employeurs, salariés ou par d'autres ressources. Je m'arrête là parce que j'ai déjà été un peu long, mais voilà, c'est ce que pourra servir de base à la discussion.